31 mai, l'Assemblée constituante votera le projet définitif final de l'Assemblée. Le 26 juin, il y aura une cérémonie de remise officielle de ce projet de constitution au Conseil d'État. Et enfin, vous serez appelés à voter ce projet de nouvelle constitution. Passons, si vous le voulez bien, à un sujet extrêmement important qui est celui des droits fondamentaux. Ce point a été extrêmement discuté, je dirais même disputé à l'intérieur de l'Assemblée constituante. La coopération internationale a également été introduite dans la Constitution. L'État soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération internationale. Encore aujourd'hui, il y a de l'espoir que cette constitution, notamment sur le nucléaire, le droit au logement, enfin on sait qu'il y a énormément de points qui posent encore problème. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Si les gens sont plutôt frictionnés au début, eh bien, c'est différent aujourd'hui. Les gens cherchent des convergences, il y a des accords qui cherchent à être trouvés de manière à trouver une solution qui fait qu'on ait un cadre constitutionnel acceptable à Genève, progressiste pour le plus grand nombre des citoyens. C'est ça l'objectif. Globalement, il est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations par rapport au projet initial. C'est indéniable, mais alors il y a des problèmes absolument inacceptables qui perdurent dans le projet actuel. Notamment, il y a un esprit partisan qui est inacceptable au niveau des finances publiques, au niveau du rôle de l'État. Et ça, effectivement, s'il n'y a pas un changement total de point de vue sur ce rôle-là, les syndicats seront amenés à voter non. Et moi, ce que j'attendrais de la part de la constituante, c'est qu'elle ait un travail de vulgarisation. Parce que ce que les gens attendent, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de moins. C'est vraiment les grandes lignes. Et les gens ont une attente là-dessus. La plupart des gens ne vont pas pouvoir se pencher sur chaque article et comparer avec la constitution précédente. Bien sûr, on devait partir dans l'exercice soi-disant d'une page blanche. Mais en fait, il n'y a pas dans la réalité une page blanche. Il y a une constitution actuelle. Il y a des acquis dans cette constitution qu'on ne peut pas brader. Et puis, il faudrait quand même qu'il y ait quelques éléments un peu novateurs, au-delà du fait d'écrire quelque chose qui soit plus lisible, plus compréhensible. Donc, c'est cet équilibre entre ce qu'on doit maintenir, de ce qui a été acquis, dans ce qui peut être développé différemment, dans ce qui peut être résumé autrement, et les éléments novateurs, faire la part des choses avec les sensibilités des 11 groupes qui avaient des accents différents et des sensibilités différentes, pas forcément évident. Pour moi, en tout cas, et qui suis membre du Parti libéral radical, nous pensons qu'il est indispensable de fixer un cadre dans lequel l'État peut fonctionner sainement sur le long terme, sans prétériter les générations futures, en ayant des finances tout à fait saines. Et c'est le but de cet article sur le frein à l'endettement. Si vous demandez à une administration d'avoir un taux d'autofinancement à 100%, vous lui interdisez de faire des emprunts pour ses investissements. C'est très dangereux parce qu'en gros, il va falloir faire des choix, diviser les investissements publics par 3. Qu'est-ce qu'on va construire en premier? L'hôpital, une école, un cycle d'orientation? Qui va prioriser? En fait, l'État doit, quand vous êtes un particulier, vous construisez une maison, vous vous endettez, c'est normal. Interdire à l'État de s'endetter, c'est absurde. Et les grands perdants de ce travail-là, c'est les entreprises locales. C'est le milieu du bâtiment, la construction, etc. Donc c'est là où c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça existe nulle part ailleurs, ce taux d'autofinancement à 100%. Je suis pour l'intégration des étrangers et je trouve que le projet de texte n'est pas très bon sur ce plan. Je suis contre l'éligibilité des étrangers parce que l'éligibilité des étrangers, c'est leur donner des droits sans qu'on s'assure, notamment celui d'être élu, autrement dit, et y compris de gouverner, parce que si on donne l'éligibilité, elle ne sera pas seulement sur le plan parlementaire, mais bien évidemment sur les exécutifs. Autrement dit, on donnerait
l'éligibilité, donc à des étrangers, le droit de gouverner un pays dont ils ne sont pas les ressortissants, ce qui me semble en dehors de la réalité. D'une certaine façon, il me semble qu'on est vraiment la ville où ça devrait être possible. Il y a énormément de gens étrangers, énormément d'étrangers qui s'impliquent et d'étrangères qui s'impliquent. Moi, j'ai travaillé dans les écoles, il y avait beaucoup d'enfants de nationalité étrangère et c'est plutôt un gage de dynamisme, de richesse. Bon, évidemment, il faut s'employer à convaincre la population que c'est plutôt une richesse qu'une difficulté. Alors, on a un article qui est bien rédigé, 2 articles, 3, en fait, qui précisent beaucoup mieux qu'avant la politique de logement. L'ancienne Constitution était très marquée par les luttes des années 70. Celle-là, c'est un texte qui est beaucoup plus orienté sur le futur, le développement. Donc, qui dit d'abord, d'une part, qu'il faut créer des logements en suffisance, avec un accent particulier sur les logements bon marché. Puis il dit autre chose d'important par rapport au texte actuel, c'est qu'il faut aider les communes qui créent des logements, financièrement, matériellement. Donc rien que ça, par rapport au texte actuel, c'est vraiment une petite révolution. Aujourd'hui, ce qui est à craindre, c'est véritablement tout ce dispositif qui vient en annexe des dispositions relatives au logement pour accélérer la construction de logements. Et on voit derrière ces dispositions, en fait, une volonté d'affaiblir tous les dispositifs qui obligent finalement à construire en tenant compte d'un certain nombre d'intérêts de la population pour éviter la spéculation immobilière et pour veiller au respect de certaines normes. Et là, quand on voit qu'on veut accélérer les rythmes d'autorisation, d'obtention des autorisations, quand on dit que quand il y a une série de retards qui s'accumulent, si ça prend plus de 12 mois, l'autorisation tombe automatiquement, on voit bien que les milieux immobiliers poussent à la roue finalement pour construire vite et en dépit finalement des intérêts de la population, mais au bénéfice de quelques-uns.